Willem Pauwels, d'abord, on a cité Massy Atlantis. Alors Massy Atlantis, c'est une opération au port de Paris. Il y a un TGV, un RER. On est effectivement dans un marché extrêmement porteur. On a des élus extrêmement volontaires qui ont une vraie culture de l'aménagement à la base. On a un site industriel en activité, avec des activités polluantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Si on peut juste passer jusqu'on ait un plan, la diapo numéro 2 de la table ronde, s'il vous plaît. Ça va venir, normalement, vous pouvez y aller. Je peux le faire pour vous, si vous voulez. Non, mais voilà. Ah non, c'est pas celle-là. Si vous pouvez mettre le deuxième diaporama de la table ronde 2, s'il vous plaît. Bon, allez-y, commencez, ça viendra. Le plan va venir. Tout d'abord, bonsoir. En tant qu'aménageur du sud de l'Île-de-France, on gère différentes opérations, et des opérations avec des montages un peu particuliers. Et je voulais vous raconter l'histoire, pas trop longue, hein, d'Atlantis, qui est un montage un petit peu spécifique. Je ne veux pas l'ériger comme un modèle, surtout pas. Je pense que sa pertinence relève du contexte. Donc je voulais quand même un peu parler du contexte. Le contexte, c'est Massy. Massy est une ville porte de Paris, qui est remarquablement bien desservie. On évoquait tout à l'heure effectivement une gare TGV, un RERB, un RERC, donc vraiment des atouts très très forts. Mais comme toute ville qui est extrêmement bien desservie, elle a les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages. C'est-à-dire qu'elle est tronçonnée par des infrastructures très, très larges qui viennent créer une ville multipolaire, avec des sites qui sont enclavés. Et là, vous avez sous les yeux, c'est une véritable forteresse. Vous avez un fleuve ferroviaire qui fait 200 à 300 mètres de large, avec un pôle des gares, donc je répète, la gare TGV, un RERB, un RERC, et d'autres infrastructures qui sont routières ou qui sont effectivement ferroviaires, qui sont quasiment impénétrables, difficiles de relier le centre-ville, même si quelques liaisons existent. Et c'était un site qui était consacré exclusivement, j'exagère à peine, aux activités industrielles développées dans les années 60-70. Au cours des temps, certaines industries se sont portées pâles, d'autres ont eu tendance à se tertiariser. En tertiarisation, c'est plutôt du back-office qu'autre chose. Et puis d'autres, effectivement, ont eu tendance à externaliser leur actif auprès de foncières. Donc la collectivité n'a pas voulu subir cette mutation progressive. Elle a voulu prendre les devants, mais prendre les devants sans porter le foncier. Alors comment faire? L'objectif de l'opération de la ville, c'est de réaliser un vrai cœur de ville, de passer de l'industriel à un vrai cœur de ville. Un cœur de ville, c'est un lieu où on loge, où on travaille, où on va au cinéma, on va se promener, on va faire ses courses. Donc vraiment un cœur de ville. Pour arriver à cet exercice, il y a deux biais. Un biais extrêmement classique pour le cœur névralgique du quartier, que l'on appelle la place du Grand Ouest, qui est le lieu qui doit accueillir l'intensité du quartier, avec un centre des congrès, un cinéma, 8000 m² de commerce, également quelques logements, une école et d'autres équipements. Sur ce site qui fait 5 hectares sur la centaine d'hectares de l'ensemble du quartier, là, la SEM s'est rendue effectivement propriétaire, a lancé sous forme de dialogue constructif une consultation d'appel à idées auprès d'opérateurs pour vendre la charge foncière et avancer dans une négociation sur le programme. Le reste de la centaine d'hectares, donc le gros morceau de l'opération, on l'a développé sous forme de ZAC incitative. L'objectif étant effectivement que la mutation se fasse directement par les propriétaires, voire les foncières auprès desquelles a été externalisé le terrain. Comment peut-on y arriver? Tout simplement par des outils classiques qui sont le PLU permettant effectivement de modifier les affectations, aguichant l'appétit des opérateurs. Quand on passe de l'industriel à la possibilité de faire du logement, voire du tertiaire. De la même façon, d'un tissu extrêmement lâche, il y avait quelques tènements fonciers très très importants, il y a eu une trame urbaine qui a été redessinée avec 3 architectes en chef, dont 2
Dominique Petermuller est dans la salle, qui est également maître d'œuvre des espaces publics. Il les requalifie généreusement et avec fermeté. Donc à la fois le PLU, mais également une trame urbaine favorisant la valorisation de ce terrain. Et quels sont les outils au quotidien dont nous disposons? Alors, ces outils sont de 3 types. C'est des conventions de participation, au regard du 311-4 du Code de l'urbanisme. L'objectif étant effectivement de financer les équipements publics et les espaces publics. Deuxième outil, c'est tout simplement la possibilité de dresser des cahiers des charges qui ressemblent à des cahiers des charges de cession de terrain, tout simplement, classiquement, où on traite des problèmes architecturaux, des problèmes environnementaux et d'autres sujets que l'on retrouve effectivement dans ces cahiers des charges de cession de terrain, qui sont eux-mêmes adossés aux différents actes de vente, sachant que la convention de participation évoquée préalablement, elle, est adossée effectivement au permis de construire. Les 10 cahiers des charges étant adossés à, juridiquement, ils sont totalement infaillibles? Pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment infaillibles, c'est un peu un passage en force, voilà. Mais je reviendrai sur notre capacité à persuader aussi, qui est liée tout simplement au contexte. Et c'est la négociation purement et simplement. Voilà. Et on fait véritablement de l'aménagement négocié, c'est la négociation permanente. Et troisième outil, c'est effectivement pouvoir imposer sur des terrains qui ne sont pas les nôtres, les futures voiries, auxquelles participent sous forme de convention de participation les différents opérateurs ou propriétaires. Donc cette fois-ci, on utilise les articles relatifs aux servitudes de prélocalisation de ces espaces. Donc, derrière, quels sont les acteurs d'une opération de ce type? C'est effectivement les foncières. Elles ont, au regard des modifications du PLU, de la densification promise du terrain, ont trouvé effectivement intérêt à faire évoluer leur foncier, donc l'ont pour partie externalisé auprès de foncières. Ça a été le cas d'Alstom notamment, on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure. Après, les autres acteurs, c'est tout simplement le maire d'une collectivité qui est extrêmement engagé dans le développement de sa collectivité, qui prend son bâton de pèlerin et va persuader les différents propriétaires qu'il est important de transformer ce site, sachant que l'objectif de la collectivité, et c'est un objectif qui s'est concrétisé, c'était de préserver les emplois sur le site. C'était à peu près 12 000 emplois. La plupart des entreprises sont restées sur le site, c'est-à-dire qu'elles sont recentrées sur une infime partie du foncier dont elles disposaient, par exemple, et ont valorisé le reste du terrain, ou tout simplement il y a eu des swaps avec d'autres terrains sur lesquels elles n'étaient pas localisées. Elles ont édifié leur siège, et le terrain qu'elles ont pu vendre a permis d'accueillir effectivement des logements. Donc on est dans une démarche véritablement proactive. C'est le maire, c'est la SEM qui va initier des discussions entre les différents propriétaires qui sont voisins, de façon à faire en sorte que les négociations s'engagent et que les différents propriétaires trouvent goût à la valorisation de leur terrain. D'ailleurs, au passage, y compris sur une négociation du transfert des responsabilités en matière de pollution. Si j'ai bien compris, il y a eu un peu d'innovation réglementaire sur cette question-là. Il y a eu un travail de fond qui a été fait effectivement avec l'Adrier. Il y a 2 types de pollution. Effectivement, il y a la pollution des sols, il y a la pollution de la nappe. Les choses n'ont pas été traitées de la même façon. Une servitude d'utilité publique, effectivement, qui a été mise en place sur l'ensemble du quartier, hein, et qui régit la gestion de ce sujet, avec la nécessité pour l'ensemble des opérateurs d'intégrer, et là c'est encore un petite entorse aussi, ou une petite facilité, d'intégrer également des notices environnementales dans les demandes de permis de construire. Donc une collectivité forte de son marché et pleine d'exigences, oui. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on ne banalise pas cette expérience-là, parce que celle-ci, elle est unique, c'est assez extraordinaire, puisque finalement, il y a un PLU, et moi je me souviens de réunions que le maire avait fait avec les professionnels en disant, ben voilà, il y a le PLU, vous allez voir les propriétaires, vous discutez, vous négociez, de toute façon, vous repasserez aussi par nous. Donc c'était clairement... Alors au départ, on est circonspect, moi je témoigne de ça, hein, c'est-à-dire que quand on va voir le propriétaire, on est 10 derrière la porte. Hein. Et finalement,
avec, tel que ça a été expliqué justement, eh bien, on parvient, je dirais, à négocier, on parvient à avancer et on parvient à faire le projet. Mais parce que aussi, et ça fait partie, me semble-t-il, des gros changements, c'est que le propriétaire en l'espace, c'est pas un propriétaire lambda. C'est que le propriétaire, ce sont des professionnels quelque part. Hein, comme on le dit, c'est des foncières, etc. Donc dans ce contexte-là, on voit bien, c'est une vraie petite révolution quand même, hein, parce que ce n'est pas la pratique habituelle que nous avons les aménageurs, mais pas du tout. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure sur la table ronde, et que j'insiste encore là-dessus, l'ingénierie de la négociation qu'il va y avoir, parce que le propriétaire devient un acteur à part entière, et on l'intègre dans le processus, parce que même s'il ne le voulait pas au départ, parce qu'il y a certains propriétaires qui ne le voulaient pas au départ, mais finalement ils ont été contraints de le faire, parce qu'il y avait, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure, la carotte et le bâton, il y avait la carotte dans la mesure où c'est une façon assez fantastique de rester sur place et en même temps de valoriser son foncier. Eh bien tout ça fait qu'à un moment donné, quand on se retrouve tous dans la même cage, eh bien on est bien obligé de discuter, et puis on est bien obligé de s'entendre, et puis finalement ça avance. Et c'est là qu'on est dans la pure négociation. Mais cadré par le décideur, la collectivité, son aménageur. Par ça un me paraît élu, fondamental. un maire convaincu et des équipes autour de lui qui sont aussi structurées pour comprendre ce qu'il leur est raconté en face, je suppose. Et puis il y a un avantage assez fort aussi, c'est que le site est extrêmement attractif. Oui. Donc à partir du moment où le site est attractif, on Ça, peut c'est s'autoriser, sûr. on Ça peut serait à s'autoriser, Romorantin-Lampney, on peut ça serait s'autoriser plus à être compliqué. exigeant. Voilà. Donc c'est Absolument. pour ça qu'il ne faut pas banaliser effectivement cette opération. Ça me rappelle Elle est la très ZAC de contextuelle. Bercy, un Elle est peu, très contextuelle. où on a imposé des contraintes Elle est très architecturales intéressante. très fortes en pleine embellie des années 90. Voilà, au Grand Lyon, justement, vous avez un peu le même type d'expérience. Alors, Grand Lyon, on parle beaucoup de confluence, mais là, on va essayer de ne pas trop parler de confluence. Donc, si vous pouvez passer le deuxième diapo de Madame Crécy. Donc, quand on a ouvert la discussion, alors est-ce que vous pouvez nous parler d'opérations négociées? C'est vrai qu'on se dit confluence, il y a un propriétaire, c'est GDF Suez, c'est celui-là qui était mis en avant, mais vous avez d'autres opérations qui se profilent à l'horizon et qui ressemblent effectivement à cette émergence d'une négociation aujourd'hui qui monte en puissance sur des sites à potentiel surtout. Oui. Alors, moi, oui, j'avais des images. Oui. Elles arrivent, les images. Peu importe. Moi, je me retrouverais tout à fait dans ce que vous disiez sur les outils que l'on a pour effectivement conduire l'aménagement avec des propriétaires qui sont en face de nous, et c'est le cas des deux opérations que j'ai choisies. Donc Girondins, la ZAC des Girondins, l'aménageur est là, Éric Brassard, je l'ai vu, salut Éric, sur Gerland, une ZAC de 17 hectares et demi, avec des propriétaires comme Postimo, ICAD, Bouygues, Nexens, avec Bouygues et Gessina. Avancez, parce que ça, c'était le positionnement des grands projets urbains. Je vous ai tout envoyé, vous avez tout mis sur le... J'ai effectivement avancé. Finalement, Voilà, vous pouvez avancer aussi, ça c'était pour positionner Gerland par rapport au fleuve. Et voilà, on voit l'opération Girondin là, qui est spécifiée sur la diapo avec les grands sites de projet. C'est intéressant parce que, pour revenir un instant sur Gerland, c'est un quartier assez fabuleux. On parle toujours de confluence. Moi, je suis assez... professionnellement, je suis assez passionnée par Gerland parce que Gerland, c'est à la fois de grandes friches industrielles, c'est un site, il y a le port, et il y a surtout une activité qui était les abattoirs. Et les abattoirs, c'est le sang, et le sang, c'est la recherche. Donc on a une logique historique de développement de ce quartier, avec en bas le long de l'avenue Tony Garnier. Vous devez voir l'emprise du stade aussi, sur cet axe comme ça horizontal, où on a ce biopôle, ce fameux biopôle de Gerland, mais qui est complètement issu avec Mérieux, Mérial, Sanofi, etc. L'infectiologie, les vaccins, c'est ça. C'est issu de ça. Donc, une force historique très importante. Une partie nord du site, juste au sud des voies ferrées, qui est du bâti, du parcellaire de quartier de Faubourg. Et puis au milieu, et là où on est sur Girondin, justement, c'est là que je voulais en venir, un parcellaire d'industriels
certains en activité, certains qui démembrent leur site parce qu'ils n'ont plus besoin de tout leur ténement. Et c'est le cas, avec notamment Nexan. Donc une opération, une ZAC de 17 hectares et demi, sur lequel le privé développera 141 000 m² de surface de plancher. Et sur les 2500 logements, ils en développent à peu près 1500, et sur lequel l'aménageur, donc l'aménageur public, je dirais, développe lui 115 000 m². Dans cette relation-là, c'est là où je rejoins les outils que vous développez. On a la participation, la convention de participation avec le permis, ça tient quand même des choses. On a le plus, évidemment. Nous, on a une convention de programme qu'on signe avec les opérateurs. Avec les opérateurs du site ou sur les opérateurs privés du site, site, et qui dit, voilà, que l'aménageur, sur Bonlay, c'est comme ça qu'on avait opéré, et qui dit, voilà, le programme c'est ça, vous vous engagez sur ces délais, quand vous allez faire votre projet, j'ai tout perdu, quand vous allez faire votre projet, on a un architecte en chef, il vous faudra son visa, etc., etc., etc. Vous ferez tant de logements sociaux, voilà. Donc ça, c'est signé. Alors, comme on disait, c'est du gré à gré quand même, hein, c'est de la négo. Sauf que nous, quand on travaille avec des acteurs comme ceux-ci, qui travaillent avec des opérateurs que l'on connaît par ailleurs, puisque c'est nos opérateurs qui sont sur le territoire. Ce qu'on se disait avec Jean-Luc, c'est on se retrouve avec des propriétaires qui sont assez professionnalisés, soit eux-mêmes parce qu'ils ont des foncières, soit qu'ils sont avec des opérateurs avec qui nous on travaille tous les jours, et notamment dans le cadre de l'aménagement public, voilà, tout à fait normal. Classique. Donc voilà, sur Girondin, je pense que c'est intéressant parce que là, on a un aménageur, on est à la fois dans du public et à la fois avec des propriétaires privés. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Bon, moi je dirais, on a deux choses. Nous, c'est une opération qui a à peu près 138 millions d'euros de bilan, sur laquelle les collectivités, Ville et Grand Lyon, mettent à peu près 70. C'est vrai que c'est aussi des arguments qui aident à comprendre, l'engagement des collectivités. Je pense que ça, c'est très important. Voilà, je crois que c'est aussi un élément, non pas de négociation, mais de compréhension du contexte et compréhension des jeux d'acteurs. Je crois que ça compte aussi. Moi, je voulais dire aussi, et je le dirai encore plus sur l'opération Carré de Soie, si on avance. Alors voilà le plan de TVK, hein, avec base, qui a été proposé par l'aménageur dans sa réponse, et c'est l'équipe de maîtrise, de maîtrise d'œuvre, oui, qui a été retenue, d'architecte en chef de la ZAC, qui travaille avec Alain Marguerite et Aubras, qui eux ont le schéma d'ensemble de l'opération Gerland. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure de négociation. Je pense qu'il faut aussi parler de culture commune. Lyon est un vieil aménageur, hein. Le Grand Lyon, il a 40 ans. Il est un petit peu comme Rennes, il a cette culture. Les acteurs, on les connaît, les méthodes, on les connaît. Puis moi, il y a ce que j'appelle, en souriant, l'arme fatale. Et l'arme fatale, c'est le portage politique, quoi. C'est juste ça aussi qu'il faut, exactement comme vous le disiez. Pour Massy. Voilà, c'est pareil. Voilà. Donc je crois que ça c'est important. Quelques photos, alors c'est des photos de travail. La décomposition, les propriétaires, donc vous voyez qu'il y en a quand même. Voilà. Et on va passer à Carré de Soie. Alors Carré de Soie, c'est un quartier, on n'est pas du tout dans le contexte de Gerland, on n'est pas du tout dans le contexte centre-ville. Carré de Soie, on y a amené le tram en 2006, on y a fait l'extension de la ligne A du métro en 2007. Du coup, ce quartier-là est maintenant à 15 minutes de la Part-Dieu en transport en commun, et à 15 minutes de l'aéroport, puisqu'il y a la ligne Rhône Express. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait nécessité à amener des transports collectifs, un parc relais de 470 places, un parc vélo de 450 places, et qu'il y avait vraiment la nécessité d'équiper ce site pour le rendre attractif. On en parlait avec vous, les investisseurs, vous nous disiez,
hésitent encore un peu, alors qu'on est tous persuadés que ce sont des sites extraordinaires. Altarea y a fait un centre commercial qui a été inauguré en 2009, en avril 2009, je crois, de 60 000 m². Il y a le pâté le plus fréquenté de Rhône-Alpes, parce que ça, c'est arrivé sur un cadran est de l'agglo qui est super proche du centre, mais qui était, je dirais, qui appelle toute la couronne est dans une proximité qu'il était nécessaire de créer pour pouvoir développer cette opération. Le même raisonnement qu'à Massy, finalement, où vous savez ce qui va arriver et où le maire va porter son projet haut et fort et essayer de convaincre les opérateurs. Tout à fait. Et haut et fort, c'est le terme. C'est assez haut et fort chez nous, d'ailleurs, je trouve. Plan guide avec l'équipe Bruno Dumétier, Pascal Antel. Et là, sur l'opération, ça c'est le plan guide global, et Bruno Dumétier doit travailler depuis 2002-2003 sur cette opération. Et là, on est sur une opération qui s'appelle la Soie, ZAC La Soie, puisque c'est une ancienne, c'est un site industriel aussi, un site ouvrier, puisqu'il y a les petites cités TAS, et TAS, c'est une usine qui est conservée d'ailleurs dans une autre opération, le PAE TAS, qui est... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Carré de Soie, c'est une partie sur Villeurbanne, une partie sur Vaux-en-Velin. Donc ça, c'est juste une petite donnée. Alors, voilà. D'un point de vue foncier, là, on est sur une opération... Alors là, sur la soie, l'opération, tout le dessin que vous voyez, ça fait 20 hectares. Et là, ce qui est coloré, sauf l'amande qui est la partie rouge, alors là, il faudra y aller à la petite cuillère. Donc là, on achètera petite maison par petite maison. Mais sinon, nous avions la chance d'être en phase de propriétaire EDF chez EDF Suez avec sa filiale Ineo, Cibex, un propriétaire industriel, Gria, un propriétaire industriel, et Altarea Cogedim travaille avec GDF Ineo et Cardinal avec Gria. Voilà, et là, c'est une ZAC sans foncier pour nous. Là, les méthodes de travail étaient... enfin, si, je ne devrais pas dire ça. On a, je la chargée d'opération là, qui est là. On a ce qu'on appelle, de temps en temps, on a des petites parcelles, ce qu'on appelle les parcelles bloquantes. Oui. C'est-à-dire qu'on a des parcelles, là, qui ont l'air de rien, mais qui vous rendent incontournables. Alors, pour discuter, c'est aussi quand même... c'est bien, c'est juste bien, voilà. Donc ça aussi, ça aide pour négocier, surtout quand on a besoin de finir un alignement, quand on a... Bon, voilà. Alors nous, on achète du foncier quand même sur ces actes parce qu'on a besoin de faire passer des voiries et puis de construire, d'implanter des équipements publics et puis de créer des espaces publics, bien sûr. Et sur cette opération, donc une ZAC sans foncier, les propriétaires avaient leur concepteur. Ils nous avaient demandé notre avis. On était tout à fait d'accord en plus avec les concepteurs qui nous étaient proposés. Et ces gens-là, ces équipes-là ont travaillé d'emblée avec Bruno Dumétier dans une méthode itérative. Et je retrouve le plus. Et puis on retrouve le modèle bordelais aussi. C'est les mêmes modèles, c'est-à-dire qu'on avait un rapport de on était en UI avec un rapport de présentation du plus précédent qui disait mais il y a à terme je dirais une fonctionnalité qui doit aller vers une évolution vers un quartier, etc. etc. Donc là on est en modif 10 du plus qui a 430 points, dont celui-ci. 430, oui. Dans celui-ci, et voilà, et on a tous ces outils-là et on réinjecte les outils de convention de programme, de convention de participation. Donc on retrouve les mêmes outils et après ce qui fait la réussite, c'est avoir en face de soi des propriétaires avec qui on peut travailler. Quand je vous dis, l'amende, on l'a sortie du périmètre de ZAC. C'est bon, bouge plus Jean-Luc, je crois que j'ai tout là. C'est bon. L'amende, on achète un par un les petites maisons qui sont fort modestes et on se dit, un jour, on remembrera, on aura de quoi remembrer, de faire des opérations. Là, ça n'a aucun intérêt de mettre ça dans un périmètre de ZAC, strictement aucun. Et vous avez peut-être les photos, mais je voulais parler juste... Alors, je voulais dire une autre chose aussi. En termes d'ingénierie, voilà la structure foncière. Hein. On doit voir nos petites parcelles, elles sont en rouge avec marqué
GL dessus. On voit qu'elles ne sont pas tout à fait mal placées. Ce que je voulais dire, c'est que sur ces opérations, que ce soit Gerland, que ce soit le carré de soie, on a une structure d'ingénierie particulière qui sont les missions. Les missions, ce sont des équipes à demeure le temps de ces opérations, comme on peut avoir à la Duchère, même si ça s'appelle GPV, ce sont des missions. Ce sont des acteurs qui sont toujours là, avec une maison des projets qui est sur le site. Et ces équipes de la mission, elles coordonnent l'ensemble des services, et notamment les services opérationnels. La direction de l'aménagement chez nous vient ensuite compléter cette ingénierie pour la réalisation opérationnelle. Voilà, donc il y a aussi une structuration de l'ingénierie qui permet vraiment d'être hyper présent, y compris dans toutes les négos. Voilà, et pas que foncière. Dans les négos sur les projets, je crois qu'on va parler d'un sujet. On en parlera avec Voilà, Pierre Albac, exactement. Oui. Donc, je pense que c'est exactement ça. Alors, sur la Part-Dieu, je ne vais pas présenter la Part-Dieu. Je vous avais dit, je serais très rapide, d'autant que les décisions ne sont pas toutes prises. Mais sur la Part-Dieu, c'est déjà 860 000 mètres carrés existants. Le projet, c'est 750 000 mètres carrés de plus. Clairement, on ne va pas faire une ZAC unique là-dessus. Simplement, il y a une chose qu'on se dit, c'est qu'autour de la gare, pour ceux qui connaissent la sortie de gare de Part-Dieu, qui est quand même un grand moment d'urbanisme, il y a, alors en sortant à droite, tout un ensemble c'est une copropriété qui date de 30 ans, et cette copropriété, le portage des lots, parce que là il va falloir acheter des lots, il est clair qu'on ne va pas aucun propriétaire, aucun acteur privé va aller acheter pendant 10 ans, lot par lot ou 2 lots par 2 lots, les 200 et quelques. Voilà. Et là, par contre, on sait qu'on va devoir faire une opération, une ZAC, parce que là, il n'y a que la collectivité qui peut, alors pour le coup, porter le temps. Quoi. Faire du remembrement en volume. Exactement. Voilà, c'était. Alors, juste sur banaliser, pas banaliser, moi j'ai envie de dire, alors on n'a pas parlé des pubs, mais peu importe, quand on a en face de soi des acteurs qui ont des ténements suffisamment significatifs et stratégiques, c'est intéressant de travailler comme ça. Pour nous, ce n'est pas une généralisation, ça nous permet aussi de porter des opérations publiques, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on les sort. Mais ça permet d'avoir une stratégie aussi parce que le foncier, c'est le second poste des bilans, quoi, quand même. C'est énorme aujourd'hui. Voilà, donc, surtout à la Part-Dieu, par exemple. Oui, surtout à la Part-Dieu. Mais à la Part-Dieu, tous les propriétaires, ils sont quasiment privés, sauf là où je vous dis. Et c'est eux qui vont développer avec leur foncière ou avec des acteurs privés. Voilà, mais je voulais juste citer cet exemple pour la démarche. Oui, qui est très intéressant. Je vous remercie. Pierre Albac, alors vous êtes cadré, là, vous êtes incontournable, en fait. À chaque fois qu'on cite une opération, on cite Alstom. Je devrais dire la même chose avec Jean-Luc Poitvin, on cite aussi Nexity, mais vous êtes au début de la chaîne. Alors Alstom, c'est d'abord un propriétaire industriel qui fabrique des trains, des trams. Nous sommes des industriels avant tout et pas des gens de l'immobilier. Le core business, c'est... Alors je vais vous expliquer ce qu'est l'immobilier chez Alstom. C'était une personne, maintenant c'est 3, c'est formidable. C'est un énorme progrès, c'est un peu plus de calme pour moi. Avoir 2 adjoints, c'est quand même plus confortable. Ceux qui voyagent un peu plus que moi. J'ai quelques correspondants, un en Allemagne, parce que c'est le corporate qui est propriétaire légal des sites, et donc on loue à nos clients internes. Pour situer à peu près l'immobilier, c'est 2 milliards d'euros au bilan, c'est 11 millions de mètres carrés, c'est 250 usines, et c'est 1200 localisations dans le monde. C'est par exemple 50 mètres carrés de bureaux à Prague, quoi. Ça va de là à 264 hectares de terrain à Shahabad, en Inde, qui est un coin que tout le monde connaît, évidemment. 7000 habitants, bon, voilà. Donc là, c'est un peu mon domaine de jeu, et je crois qu'aujourd'hui, on va se contenter de la France. Pour l'instant. Si vous voulez nous faire voyager un peu. Non, parce que j'ai quelques sites à vendre. J'ai un très bel immeuble à vendre à Osaka. On fait l'annonce. Un site industriel à Brno, donc je fais appel s'il y a des gens. Non, mais s'il y a des pratiques autres, ne te gêne pas. Tu nous les des donnes. pratiques autres. Beaucoup. Il y en a. Il y en a. Ouais, mais pas avouable. Entre la Russie, la Chine, l'Inde. Bon, je suis en train de vendre un site à Bangalore actuel. Savoir faire autrement. C'est pas triste. Bon, enfin, oui.
on a un bouquin d'éthique quand même chez Alstom, il faut être clair. Bon, on peut revenir donc à la France. S'il y a des Revenons questions, dans le pays des droits j'ai des de l'homme. présentations pour vendre les sites intéressés à l'extérieur. Donc, juste pour rebondir sur mes deux voisins qui sont sincèrement vus d'un vendeur dont ce n'est pas le métier numéro un. Moi, quand je suis arrivé à l'immobilier en début 2003, malheureusement, Alstom n'allait pas bien et j'avais comme objectif de Philippe Jaffray et de Patrick Cron de sortir 600 millions d'euros en 2 ans. Donc, ce n'est pas si facile que ça, quoi, parce que l'industriel, chers amis, vous considérez tous, et les banquiers encore plus, que ça ne vaut rien, quoi. Parce que l'industriel, qui reste industriel, hein, à la sortie, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va faire d'un truc au Creusot, à Ornans, enfin tout le monde connaît Ornans, hein, Gustave Courbet, hein, bon, d'accord. Mais en termes de reconversion, c'est pas toujours facile. Donc j'étais quand même pas très à l'aise pour faire mes 600 millions. Alors, dans ces opérations, vu d'un industriel, parce que bon, moi je suis avant tout une carrière industrielle, les premiers mois, j'ai été invité à Massy à une présentation où on m'a expliqué que Massy avait été confié à 3 urbanistes et on nous a présenté quel était le Massy à travers les décennies à venir. Ce qui est extraordinaire, enfin, de voir cette projection, pour quelqu'un qui a 8 hectares sur Massy, j'avais 43 000 m² couverts. Bon, je savais à peu près que l'espace vert qu'on avait, il resterait espace vert, qu'une partie deviendrait du logement, qu'une partie... Bon. Et ça m'a évidemment servi quand j'ai vendu ce site à la CDCX6, lequel l'a revendu rapidement, on faisait un bel upside, à la Société de la Tour Eiffel. Et donc, du fait des restructurations qu'a dû subir Alstom sous la pression de M. Mario Monti, que certains connaissent, qui était à Bruxelles à l'époque, on a downsizé sévèrement notre société et on a vendu des morceaux. Bon, heureusement, on a réussi malgré tout à ne pas être totalement vendu à Siemens, ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Et donc, sur Massy, j'ai pu discuter avec mon propriétaire, donc, en l'occurrence Robert Otterland, de la Tour Eiffel, pour lui dire, bon, écoute, moi j'ai des soucis, maintenant j'ai plus que 250 personnes sur 43 000 m² couverts, c'est pas trop tenable, il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose. Et donc, intelligemment, et grâce à cette perspective, donc on savait où on allait, le site a été restructuré très rapidement, une partie d'ailleurs, je crois, a été vendue à Nexity, la partie habitation, il me semble. C'est ça, la partie côté Alcatel. Et donc, on a très rapidement changé cette opération en la construction d'un 17 600, je crois, qui a été confié à Jean-Michel Wilmotte par Nexity, qui avait un CPI de la part de la Tour Eiffel. Et donc, au moment où nous sommes rentrés dans ce nouveau bâtiment, mes 250 personnes étaient très heureuses parce qu'il ne fallait pas que je les bouge de Massy, parce qu'en plus, c'est des très beaux cerveaux qui font, entre autres, le pilotage des centrales nucléaires. Et donc, ces gens-là ont pu rester sur Massy dans d'excellentes conditions. Et de ce fait, le site a pu se redévelopper très rapidement avec des objectifs affichés, simples et clairs, et qu'un propriétaire peut chiffrer facilement et rapidement. Donc, quand je suis rentré dans ce bâtiment, le loyer des 8 hectares, des 43 000 m² est devenu un loyer normal sur un bâtiment de qualité. Donc, voilà. Bon. Alors, quelques anecdotes de la vie d'un directeur immobilier d'un groupe industriel, c'est que on a beaucoup d'ingénieurs, j'en viens aussi, alors personne n'est parfait. Et le jour de l'inauguration de ce bâtiment, parce que ces inaugurations, c'est jamais
très près de la fin de construction parce qu'il faut que le président soit disponible, il faut que des tas de gens soient disponibles. Donc, c'est toujours un petit peu après. Et moi, quand les gens rentrent dedans, c'est plus mon problème. Moi, je n'allais plus à Massy. Et pour l'inauguration, j'ai découvert que mes gars avaient mis 30 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit, qu'ils avaient implanté 3 éoliennes, qu'ils avaient en partie recablé l'immeuble pour utiliser les batteries des voitures électriques du sous-sol, et sans en avoir prévenu la société de la Tour Eiffel. Bon, on essaie de faire un avenant au bail, ce n'est pas la question. Ça s'appelle de l'appropriation. C'est un petit peu gênant, quoi. Sur le moment, j'étais un peu... Ils négocient très bien, en fait. Oui, enfin, ils négocient rien du tout, quoi. Ils s'installent comme chez eux. Je leur explique qu'ils ne connaissent plus propriétaire. Bon, ils m'ont vaguement cru. Donc, voilà, c'est partie des diverses anecdotes qu'on peut avoir. Et il n'y a pas que ceux de Massy. Donc, pour Lyon, on va équilibrer mes deux côtés. Donc, nous avions donc aussi, j'ai vendu à la Caisse des dépôts le site de Villeurbanne Bel Air. Bel Air parce que c'est le quartier, mais en fait c'est Carré de Soie, c'est le bord du Carré de Soie, qu'il a revendu à DCB, Didier Godard-Bray International. Et donc ce site avait une particularité, c'est d'avoir un terrain de foot et des terrains de tennis. Et donc on a sacrifié notre côté sportif et DCB nous fait une opération de reconversion d'un site industriel un petit peu à l'ancienne et vieillissant dans un bâtiment de 38 000 m², tout à fait moderne. Et donc, on espère qu'il sera livré en 2015. Et c'est là où on parlait un petit peu d'investisseurs. Un bébé de 85 millions, disons grosso modo, je ne suis pas sûr, ce n'est pas moi le promoteur, je n'ai qu'un BFA. Mais ça semble encore effrayer quelques personnes pour venir sur le Carré de Soie, alors qu'il y a quand même pas mal de bonnes signatures et il y a quand même là maintenant une situation extraordinaire, puisque moi je pense qu'on n'est qu'à 8 minutes de la Part-Dieu, parce que j'y vais quelques fois, et c'est 3 stations de tram. C'est vraiment extraordinaire. Nos gens sont très heureux d'être là et très heureux d'y rester, quoi. Alors, évidemment, installer un bâtiment de ce niveau sur un terrain de foot, c'était pas si simple que ça d'un point de vue purement technique et du point de vue urbanistique. Et je dois dire, et là, il faut le citer, c'est quand même que Only Lyon, enfin l'équipe de l'Aglo, soyons modernes, Only Lyon, et l'équipe de Villeurbanne ont même modifié des implantations de rues en une semaine. C'est assez remarquable. Donc, j'en parlais encore la semaine dernière, puisque je dînais avec Gérard Collomb, qui suit de très très près tous ces administrés. Et effectivement, c'est une réactivité dont il faut essayer de s'inspirer. En particulier, on a vécu quelquefois sur certaines communes 4 ans, 5 ans sans PLU, parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre entre certains mouvements, vert, jaune, bleu, rouge ou rose. Donc c'est quand même assez désagréable, surtout si éventuellement le vendeur a un petit intéressement sur la sortie des programmes immobiliers. Donc voilà, je crois que sur Montpellier aussi, on a un développement, puisque Montpellier était aussi sur... et j'espère qu'ils vont résoudre aussi nos petits soucis de déclaration d'utilité publique. Les messages sont envoyés. Non, mais ce qui est intéressant à travers ce témoignage, c'est qu'on voit bien que ton rôle et ta stratégie donc de ta société, et donc de toi qui es porteur de cette stratégie, c'est pas uniquement de vendre du foncier dans ce cas-là. Dans les exemples que tu as donnés, c'est que forcément tu es acteur. Oui, parce que finalement, tu es un des premiers utilisateurs du futur projet, à travers les modifications, et c'est ça qui change aussi terriblement les choses. Quand on est dans ce cas de figure, bien entendu. Soyons aussi encore très optimistes et très positifs, c'est que Massy, donc j'avais 250 personnes pour donc 43 000 m². Aujourd'hui, on est à peu près 800 sur Massy, dont 550. Enfin, l'immeuble est complètement plein. On ne peut plus rajouter du monde, et donc on a quelques personnes au campus, qui est la partie.
Voilà. micro. Donc on croit en même temps tout en restant, quoi, c'est clair. C'est un accompagnement de votre réorganisation et de C'est- votre voilà. évolution Et en on tant essaie, qu'industriel. En fait. enfin moi ça a été mon credo, c'est de concentrer sur des points forts. Quand j'ai pris l'immobilier, on était sur 14 localisations en Île-de-France. Aujourd'hui, on est sur 5. Mais avec, par exemple, Saint-Ouen, donc on va pouvoir en parler puisque c'est quand même un des... Je crois que Bénédicte a développé le sujet, je ne savais pas, Absolument. mais j'ai vu sur la présentation. Donc en 2004, j'ai vendu ces 8 hectares à Saint-Ouen, à Next City. Et à l'époque, j'ai pris un bâtiment, donc un 17 000 aussi en état futur d'achèvement. Et très rapidement, comme mes petits camarades de Saint-Ouen avaient quelques petits problèmes de calcul d'individus et de mètres carrés, moi je leur avais dit, vous visez très juste. Et heureusement, Next City construisait en même temps un 19 000 à côté. Et mes petits camarades de transport m'ont dit, on ne pourrait pas prendre 10 000 sur celui d'à côté. J'ai dit, bon, oui. Et j'ai compris qu'il fallait que je prenne l'immeuble complet tout de suite, parce que à peu près tous les mois, ils récupéraient 1000-2000 mètres carrés. Donc, moi, je pensais y mettre quelques informaticiens et j'ai même plus la place. Donc, bon, c'est pas plus mal. Et aujourd'hui, il y a presque 3000 personnes sur ce sorte de mini-campus, puisqu'on a 3 bâtiments Alstom en location avec 3 propriétaires différents sur ce site. Donc, vous n'avez pas vocation à faire de l'immobilier, mais malgré tout, vous vous êtes doté de cette ingénierie. Vous savez parler aux collectivités, parce qu'il faut aussi savoir s'adresser à un élu. Il faut savoir comment se déroule un PLU pour pouvoir éventuellement donner les bons arguments pour que la modification soit accélérée. Donc, il y a aussi un positionnement qui évolue, je pense. Oui, alors, Pierre est un expert en dépollution aussi. En plus. la dépollution de Saint-Ouen, c'est 24 millions d'euros. Oui. Donc, on est descendu Ah oui, à moins de 9 avec, mètres. En fait, c'était un spectacle où beaucoup de gens sont venus Moins voir. 9 mètres sous bâtiment. Sous bâtiment, Oui. oui, avec des reprises en sous-œuvre, et donc la nappe phréatique où il y avait un petit bateau pour aller faire les prélèvements de flotte. Donc, oui, alors, on fait aussi de la construction parce que ma stratégie, c'est bureau locataire, usine plutôt propriétaire. Parce qu'en fait, quand on a grosso modo 15 à 20 fois la valeur de l'immobilier en matériel à l'intérieur, pour renégocier un bail, on n'a pas un levier terrible. Donc, il vaut mieux être locataire. Et en plus, on gère son avenir, quoi, hein. Alors moi, dans le temps, j'ai été industriel et je dois dire que, alors c'est un message que je délivre toujours un petit peu, qui est la rapidité. On ne va jamais assez vite en France, hein. En Inde, en 2 mois et demi, on fait 1000 mètres carrés de bureaux qui fonctionnent avec PowerPoint à l'écran, hein. Donc on a quand même des challenges à relever quand on est en compétition. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un industriel, c'est fait pour vendre du matériel, ou des trains, ou des turbines, etc. Donc, souvent, on fait une offre avec une volonté de localiser. Là, c'est simple. Chennai, j'ai réservé un terrain en 2008, on fait l'offre, on a le métro de Chennai, on construit l'usine et on l'exploite l'an dernier. Voilà. Bon, ça, relativement simple. Encore que pour trouver un terrain à Chennai qui fasse l'affaire, bon, faut y aller de temps en temps. Mais quand on est en France, c'est quand même beaucoup plus long. Donc, admettez, vous êtes directeur d'un établissement et vous avez des projets. Des projets en termes de clients Alstom, hein, pas de projets immobiliers. Et vous dites, dans mon site, je suis spécialiste de tel produit, si on a telle affaire, il va falloir passer à des cadences, mettons, de passer de 20 à 200. Mon bâtiment, il ne fait pas l'affaire. Bon, mais tant que je n'ai pas l'affaire, je ne peux pas dépenser d'argent pour construire quelque chose. Donc, je ne peux rien faire. Mais au moment où j'ai le business, 6 mois après, il faut que je fabrique. Je n'ai même pas de quoi purger un permis. Donc, j'ai construit dans le passé sans permis. Alors, depuis que je suis directeur immobilier, on ne le fait plus chez Alstom.
Mais on a des petits soucis quand même. Parce que quelquefois dans le process, sur un site français, j'ai un bâtiment qui est 1,50 m au-dessus des limites du PLU. Bon, Personne n'est au courant. non. J'ai essayé d'utiliser les règlements pour construire quand même. Donc j'ai fait un permis précaire. Mais on n'a pas l'intention de démolir. Mais derrière, il faut modifier le PLU. Il y a déjà 3 ans qu'on me dit bon, c'est pas un problème, personne, tout le monde s'en fout, etc. Bon. Et donc on ne modifie pas, mais ça me gêne. Parce que c'est des lenteurs administratives qu'on ne peut pas s'en occuper, quoi. J'ai même sur un site un gars qui m'a dit j'ai construit 5000 m² avec un refus de permis. Alors je lui ai dit c'est embêtant. Et il me dit mais t'inquiète pas, le maire passe devant tous les jours depuis 5 ans, il n'a jamais rien dit. Donc Voilà, tout va bien. c'est dit. Donc finalement, on n'a pas besoin d'accélérer les procédures. Ah si. Non, sincèrement, je suis très inconfortable avec ces situations-là. Non pas parce que vis-à-vis ça ne se fait pas, quoi. C'est tout. Il y a des Et lois. on imagine très bien que, par exemple, pour un industriel local qui met en hypothèque son immobilier et si l'immobilier n'est pas réglementairement correct, il ne peut pas adosser ça auprès de son banquier. Moi, j'ai découvert l'histoire du refus de permis en vendant le site. Et quand vous avez Lovell, Freshfield sur le dos, là, ça devient c'est un peu compliqué. Hein. Alstom est bien assuré. Alors Nicolas Ferrand, vous dites, à Rennes c'est facile, on a le terrain. On a eu le terrain, mais en fait, on a commencé par Rennes ce matin avec le maire. On va finir par Rennes, peu de choses près, modèle les questions. Je crois que je voulais inciter peut-être sur 4 choses avant d'arriver sur le terrain, sur ce qui fait un peu la culture urbaine rennaise ou de l'aménagement rennais, et où 4 fondamentaux, si on peut dire comme ça. Premier fondamental, c'est que cette ville, elle a brûlé. Elle a brûlé en 1720, elle a brûlé pendant 6 jours. Il y a eu près de 900 maisons qui ont disparu. Et après, elle a été reconstruite sur la base de plans successifs. Et donc, ça modèle l'idée que le développement urbain se fait par des plans et par une organisation publique du développement, parce qu'on a toujours cette crainte que ça rebrûle. Deuxième idée qu'il faut avoir, c'est que c'est une ville de juristes. Le Parlement de Bretagne, c'est un parlement à l'ancienne manière, et c'est là où on jugeait. Et puis troisième idée qu'il faut avoir, c'est qu'on a eu un maire, Fréville, Daniel Delaveau en a parlé, qui en 1953 a acheté 1600 hectares de territoire rennais. 1600 hectares sur une ville qui fait 5800 hectares. En 1953. Donc une espèce de préscience comme ça, il a acheté tout ce qui était disponible. Et alors du coup, et puis quatrième idée, Quatrième idée, c'est que depuis l'après-guerre, les élus successifs ont fait émerger et ont consolidé un jeu d'acteurs locaux, de promoteurs, de constructeurs. Donc c'est ceux que vous avez sur le côté, enfin pas la caisse, mais les autres, les Giboire, la Motte, etc. Et donc dans une espèce d'écosystème de gens avec lesquels on travaille dans la durée et avec qui on va continuer à travailler encore demain. Et donc ils savent de toutes les façons qu'ils doivent travailler avec nous. Ce qui veut dire qu'on est depuis toujours à Rennes dans cette idée d'une maîtrise publique totale du développement urbain. Alors ça se traduit par des choses assez simples. C'est juste qu'en 2007, 80% des logements produits à Rennes étaient en ZAC. 80% des logements. Voilà. Alors on a changé le PLU en 2004. Depuis 2007, ça change un petit peu. Je vous en dirai un mot. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde au niveau de l'agglo, on a, hors ville de Rennes, 67 opérations d'aménagement, que ce soit des ZAC approuvés ou en cours de mise au point, pour une communauté d'agglo qui compte 38 communes. 67 opérations. Et sur la ville de Rennes, j'en ai 30. Donc on est dans cette espèce d'idée que le développement urbain, c'est une chose qui concerne d'abord le public. Voilà. Et ensuite, évidemment, dans un partenariat complètement assumé. Et alors, ça se conjugue enfin avec une chose qui est importante sur ce territoire, c'est l'idée du devoir d'accueil. Le devoir d'accueil, c'est on doit absolument pouvoir loger, héberger toute personne qui se présente, quelles que soient ses conditions, quels que soient ses besoins spécifiques. Et ça, c'est la base de la politique urbaine. On n'attend pas le développement économique, on doit pouvoir accueillir. Et donc, on a une ardente obligation de sortir 4500 logements par an à l'échelle du territoire, ce qui est beaucoup. Mais du coup, toutes les politiques urbaines s'organisent autour de ça. Et ça a conduit à ce que vous connaissez au niveau de la politique de l'habitat, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça a aussi conduit à ce qu'on connaît au niveau de la politique foncière, c'est qu'avant même la création d'un EPF en Bretagne, Longtemps avant, on met en gros 15 millions d'euros sur la table chaque année pour acheter du foncier. Donc tant au niveau sur la ville que sur l'agglo, j'ai essayé de faire le décompte du nombre de biens qu'on a, je suis absolument incapable parce que a priori on achète du foncier
dans la perspective de l'opération. Ça, c'est 15 millions hors secteur opérationnel, hein, c'est pour faire de l'anticipation. Et puis, on les met en location pour faire du logement social précaire. Et puis, donc on sait qu'il y a un moment où on a un inventaire, mais on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente. Alors, dans un schéma comme ça, il y a eu une révolution copernicienne, donc en 2004, quand le PLU a ouvert la possibilité de faire du logement en dehors des ZAC. Et donc on est au début de l'histoire de comment est-ce qu'on fait du logement, comment on fait du développement urbain sans ZAC en négocier. Sachant qu'on part de cette culture urbaine extrêmement forte, qui est qu'il n'y a pas un des opérateurs qui est là, qui spontanément ira développer une préesquisse sans venir en parler à l'adjoint urbaniste. C'est même pas, enfin, ça se conçoit pas. Mais cette négociation, de négocier des opérations, on va dire des macro-lots, elle émerge aussi sur le territoire rennais, malgré le fait que de ce modèle prégnant et très original par rapport au reste du territoire national. Depuis 2004, elle émerge, parce que depuis 2004, on n'achète plus tout. On arrête de tout acheter. Et donc on commence à avoir, c'est des petites pièces par rapport à Lyon, mais on commence à avoir des pièces qui font 1 hectare, 5 hectares, et là on a une pièce qui fait une vingtaine d'hectares qui arrive, qu'on ne va pas acheter, et sur lequel on rentre dans ce schéma de négociation avec le propriétaire ou celui qui a une promesse de vente dessus, pour commencer à voir ce qu'il est susceptible de faire. Mais quand même avec cette position de départ, qui est une position extrêmement confortable, enfin, c'est d'avoir des élus qui y croient, et d'avoir une espèce de culture urbaine qui dit que la ville ou l'agglomération ont leur mot à dire. Et alors, ça renvoie à une chose qui est très importante de mon point de vue, c'est qu'on a beaucoup de profondeur temporelle. Vous disiez tout à l'heure, c'est trop long. Mais moi, enfin, la chance qu'on a sur ce territoire, c'est qu'on a tellement d'opérations ouvertes que de toutes les façons, s'il y en a une ou s'il y a un projet pour lequel la négociation est mal engagée, j'ai la possibilité de pousser les curseurs sur d'autres et de produire dans la durée mes 4500 logements par an sans difficulté particulière. Ça établit un rapport de force, parce que quoi qu'on en dise, il y a un rapport de force dans ces affaires-là, ça établit un rapport de force qui est extrêmement favorable. Moi, je ne suis pas pressé. On n'est pas d'accord, on en reparlera dans 6 mois, on en reparlera dans 1 an, on en reparlera dans 2 ans. Alors, c'est absolument insupportable pour le vendeur, j'entends bien, ou pour celui qui se croit, mais ça nous met, d'autant plus qu'on a ces fers au feu, ça nous met dans une position qui est plus favorable. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, qui est aussi une nouveauté pour nous, c'est une question de légitimité du chargé d'opération. Pour nous qui pensons tout en ZAC, maintenant on commence à faire des choses sans ZAC. Et donc, lorsque vous avez tout un système technique, des services techniques, une direction de l'aménagement, etc., qui pense en ZAC, et que vous dites, écoutez, là, il y a un chargé d'opération qui va être obligé de réfléchir son opération, de coordonner les espaces publics, de faire les études préalables, de coordonner les pré-PC, etc., etc. Mais il n'y a pas l'outil ZAC, c'est-à-dire il n'y a pas la procédure normée qu'on connaît avec le système de gouvernance qu'on connaît pour accompagner ça. C'est une révolution en interne et qui est extrêmement déstabilisatrice, en particulier pour des services techniques que vous connaissez tous, qui, eux, voilà, ça tourne et ça se passe de manière complètement structurée. Et puis on a là, comment tu résous la question foncière? Par la négociation. C'est-à-dire que moi, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, le PLU, toutes les emprises au PLU qu'on sent être des emprises putatives de développement sont en équipement. J'ai la chance de louer une maison qui a un petit terrain de 1000 m² en face, c'est de l'équipement en UG2. Donc en gros, voilà, mon propriétaire ne pourra jamais développer quoi que ce soit. Il sera d'abord obligé de venir voir la collectivité pour dire, écoutez, voilà, est-ce qu'on peut négocier? Et à ce moment-là, on modifie le PLU. On a, comme toutes les collectivités, une modification par an. Alors on n'a pas 430 points parce qu'on n'a pas encore un PLU intercommunal, mais bon, voilà. On a 40 points, 50 points à chaque fois, enfin voilà. Bon. Mais on le tient par le PLU. On le tient par le PLU, et puis par le fait que quand Giboire, on n'a pas besoin de conventionner avec Giboire, parce que Giboire, il sera toujours sur le territoire. Donc on se met d'accord, on top. Hein, on se met d'accord, et puis on tient la parole. Alors il y a quelques francs-tireurs, ponctuellement ça rate. Mais globalement, celui qui est un franc-tireur, il a joué une fois, il ne rejouera pas une deuxième fois. Il y a une chose qu'on ne sait pas faire, encore aujourd'hui, pas du tout, enfin qu'on a du mal à appréhender, c'est comment dans un schéma où on est juste dans cette négociation, on est capable d'inciter le privé à être innovant, à faire un produit classique, du logement classique, des bureaux classiques, ça c'est assez facile. Enfin, bon. Mais comment est-ce qu'on est capable, dans la typologie de logement, dans les procédés constructifs, dans le calendrier, comment est-ce qu'on est capable d'être innovant, sachant que le privé dit, mais attendez, moi j'ai l'intégralité du risque. Vous êtes gentil, vous êtes prescripteur, mais vous ne portez aucun risque. Dans une ZAC, le risque est partagé.
On signe une promesse, ça marche pas, etc. Et au pire, le privé n'a payé que les études. Alors, ce que disait William Poel, c'est que pour vous, c'est pas un problème d'imposer de la qualité architecturale ou de l'innovation aux opérateurs. Mais parce que vous avez un marché bien plus porteur qu'Arène, peut-être. Les outils existent. On parlait d'outils comme un architecte en chef. Il y a des règles du jeu qui sont définies avec des cahiers des charges. On est là pour les faire respecter. Et c'est vrai que dans la mesure où on est sur un marché porteur, la plupart des opérateurs qui viennent sur le territoire massiccois, ils viennent pas pour un one shot comme on disait tout à l'heure, mais pour s'asseoir et essayer de développer d'autres opérations. Donc il y a des équilibres à trouver. On arrive à innover aussi en étant parfois plus permissif. Donc vraiment un travail de négociation en permanence à entreprendre, mais ce travail d'échange va de pair effectivement avec des règles du jeu et qu'on arrive à faire assez facilement respecter. Donc finalement, il y a quand même des pistes d'innovation potentielle, en tout cas sur certains secteurs, j'imagine. C'est pas complètement une porte fermée. La normalisation des produits dont vous parliez. Non, c'est pas une porte fermée, c'est plus compliqué. Voilà. Lorsqu'on est en ZAC, les outils sont complètement en place. Là, c'est vraiment la négociation, c'est plus compliqué. C'est parce qu'on n'a pas de ZAC du tout. Enfin, on est dans des schémas où sur 3 hectares, on ne va pas faire une ZAC sur 3 hectares, dans la mesure du possible, surtout quand c'est un monopropriétaire. Je ne sais pas, le CHU qui vend à... Je continue avec Giboire, mais je n'ai pas d'action chez eux. En quoi c'est plus compliqué? Tu dis c'est de la négociation, donc c'est plus compliqué. Parce que le rapport de force n'est pas le même. Ah, parce qu'il ne se rééquilibre pas. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Parce que, voilà, dans notre tradition, notre manière de faire... C'est bien, mais il faut le rapport dire. de force n'est pas le même. C'est ça, c'est compliqué parce que le rapport de force... Bon, moi, il y a quand même une chose qui est intéressante dans les exemples que l'on a, c'est qu'on a les deux extrêmes. On a dit qu'on ne modélisait pas et qu'on était dans l'incapacité, puis dans le côté non volontariste sur mettre en place un modèle. On a le cas finalement de Rennes comme de Montpellier, on parlait tout à l'heure, où à part les nouvelles pratiques aujourd'hui, où il y a une tradition de réserve foncière, de portage foncier et donc d'opérations complètement contrôlées, et qui a fait ses preuves. Il n'y a même pas à faire la démonstration, c'est une vraie réalité, et une vraie façon de faire, donc l'anticipation et le savoir-faire à travers cette anticipation. Et puis il y a tous les autres où justement ce qui est très compliqué pour eux, c'est qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ces réserves foncières, et eux, ils sont donc dans la complication, parce qu'il faut négocier. Oh là là, quel drame, il faut négocier. Donc, non, mais tu dis que c'est compliqué, c'est pour ça que je viens de chercher, mais tu ne réagis pas. Non, mais c'est pas un drame, c'est pas un drame, mais je comprends complètement quand un promoteur me dit, mais attendez, vous me demandez de faire uniquement des... Moi, je ne te parle pas de promoteur, je te parle de propriétaire. Non, parce que le propriétaire, je le vois quasiment jamais, c'est Giboire promoteur qui a une promesse. Non, mais il y a des propriétaires qui sont des foncières, des industriels, dans lesquels, et on vient de voir, on a pris le témoignage d'Alstom volontairement, parce qu'on voit que ces acteurs-là, maintenant, ils sont dans les villes. Et ils sont acteurs. C'est ça le changement aussi. C'est ça qu'il faut... Parce que les villes se sont étendues et que maintenant, ils sont... Ça fait partie des choses à tenir, à prendre en compte. Dont acte pas encore dans toutes les villes de la province. Voilà. Alors, le vrai problème, ce que je voulais dire par rapport à ça, la catastrophe, je dirais, par rapport à ça, c'est que même dans ce cas-là, lorsqu'il faut aller à la négociation, lorsqu'on n'est pas dans cette tradition-là, la nécessité d'anticipation est fondamentale. C'est-à-dire que le drame en France depuis l'Union européenne qui impose la mise en concurrence, ce qui ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas la mise en concurrence et la négociation. Le vrai problème, c'est qu'elle arrive trop tard. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un point qu'on a regardé dans le cadre de cet atelier et qu'on va fouiller au sein du club, c'est que les collectivités ont pris l'habitude de dire je désigne l'aménageur qu'après le dossier de création de ZAC. Ça, c'est une vraie question. Parce que c'est trop tard. Parce que ça veut dire que dès que la création de ZAC elle est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement après, l'aménageur, qu'il soit public ou qu'il soit privé, va à la confrontation de la négociation dans un rapport de force hyper négatif. Et ça, c'est une stupidité pour les projets. Et ça, c'est une vraie question de fond et qui me paraît absolument fondamentale et sur laquelle il va falloir qu'on travaille. Parce qu'on travaille à l'envers. Parce que l'anticipation, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est bien justement pour préparer le terrain, faire une opération d'intérêt général sur lequel seule la collectivité a la légitimité de le décider et de la faire, et du coup derrière, pour éviter de faire des opérations soit déficitaires, soit trop déficitaires, parce qu'effectivement, on se met dans des conditions dans lesquelles aujourd'hui elles sont trop déficitaires, pour les raisons que j'indique. Et ça, donner le cadre du dialogue. Enfin, ça rejoint sûr. le thème de la première table ronde, finalement, où c'est comment on institutionnalise, mais comment on reconnaît la négociation.
il faut quand même dire qu'on a un code de l'urbanisme dont longtemps certains experts disaient il n'est non négociable, alors que les pratiques négociées existent depuis longtemps, puisqu'on a toujours négocié la signature du permis de construire. C'est une banalité. Mais il ne fallait surtout pas le dire devant certains experts en droit de l'urbanisme. Quand on part sur les opérations de cette création, ça veut dire que si on veut anticiper, il faut quand même un périmètre, parce qu'on ne va pas acheter des hectares comme ça pour le plaisir, il faut le périmètre, il faut les études préalables, mais tout est interdit aujourd'hui. Donc je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit malin, c'est là qu'il faut qu'on soit intelligent, et c'est là que ça passe justement par le partenariat. Parce que ce que j'ai entendu aussi qui me paraît fondamental, c'est que sur les projets, compte tenu de leur complexité, compte tenu de leur coût, moi je suis archi convaincu, et en plus de par mon passage entre le public et le privé, que la somme d'acteurs qu'il y a sur le projet en question, c'est un atout pour aller chercher le foncier au coût moindre. Au coût moindre, c'est-à-dire valorisé par rapport au propriétaire, parce que finalement, ce n'est pas scandaleux, mais à un coût, je dirais, raisonné et juste pour faire aussi l'opération. Donc c'est un compromis qu'il faut trouver. Et là où ça me paraît important, c'est qu'on le voit bien et on l'a vu, des fois les EPF sont beaucoup mieux positionnés vis-à-vis d'un certain type de propriétaire pour aller négocier, des fois c'est la collectivité, des fois c'est le privé. Mais ça, on ne sait pas l'utiliser en France. La question, c'est on ne sait pas le faire. Paye le moins cher. Voilà, et on ne sait pas le faire. Parce que quand on parle de négociation, je viens de chercher et de te taquiner exprès, c'est parce que moi, dans mon passage entre les deux, je suis désolé, je me suis aperçu que dans le privé, ils savaient mieux négocier. Il y avait une culture de la négociation, une ingénierie qui est beaucoup plus poussée. Culture du contrat, en fait. Donc ça, moi, cet outil-là et cette façon de faire, j'aimerais qu'elle se mette au service des projets. Alors, ce qui pourrait être intéressant, on ne l'utilise pas pour un autre sacro-saint. Donc c'est ça si on fait un parallèle avec le public, il faut quand même savoir que le public négocie avec le public. Maintenant, ça fait bien 25 ans que le public négocie avec le public. Et donc, la culture de la négociation existe, mais au sein de la sphère publique. La question, c'est comment on passe de l'une à l'autre. Pierre Albac, vous souhaitiez réagir? Je ne pensais absolument pas reprendre la parole, mais j'ai un exemple, le contre-exemple, si vous voulez. Sur ce projet, il n'y a personne ici dans la salle, c'est une petite ville. Il y a quand même une ZAC publique de 100 hectares, donc avec un aménageur public, etc. Et moi, on m'a dit, 30 hectares, je réduis l'usine sur 8 hectares, mais parce que les technos ont changé, on a le même effectif. Mais bon, donc, je vends la différence, donc autour de 22 hectares. Et il y avait un projet de redéveloppement de centres commerciaux, etc. Bon, et on me dit, les élus me disent, il faut travailler avec tel promoteur. Bon, pas de problème, on me dit ça, je travaille avec le promoteur. Et puis, au bout de 2 ans, on avait bien avancé, on me dit, ah non, on a changé, on vire celui-là, on prend celui-là. Alors, la 3e fois, je leur ai dit, c'est fini, je vends à l'aménageur au même prix, et vous, vous débrouillez. C'est le contre-exemple. Alors, est-ce qu'on se laisse un petit peu de temps pour quelques questions? On a commencé tard, vous êtes épuisés, mais peut-être que vous avez encore 2-3 questions à poser aux personnes ici présentes, des remarques. Sylvie Ferraud. Alors, le micro arrive. Voilà, une dame arrive. En attendant que le micro arrive, simplement aussi, parce que pourquoi cette question, elle nous interpelle et pourquoi on se l'est posée dans le cadre de l'atelier, dans le travail? Parce qu'on voit de plus en plus d'opérations qui se font dans ce découplage foncier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit de plus en plus de collectivités qui ont de moins en moins de moyens financiers. Et donc, ce qui prouve bien qu'il va falloir que l'on réinvente d'une autre façon les choses ou qu'on travaille différemment pour pouvoir répondre aux besoins et aux projets des collectivités. Parce qu'encore une fois, ça ne remet pas en cause la légitimité de la collectivité qui est seule à pouvoir décider de ce tel projet. Sylvie Ferraud. Oui, une réaction juste donc sur les enjeux ou les questions à faire remonter. Sur le fait que l'aménageur ne soit plus propriétaire du foncier et d'avancer avec des partenaires privés, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, je crois que ça ne pose pas de problème en soi intellectuel, ça pose juste un problème fiscal, c'est qu'on perd la TVA, on ne peut pas récupérer de TVA sur les conventions de participation, et donc évidemment c'est une perte sèche pour le bilan. Je sais que sur l'île Séguin, Claude Moine a obtenu un accord particulier de Bercy. Donc c'est vraiment une question à faire remonter sur les conventions de participation. Mais là aussi, Sylvie, il y a des façons. Moi, j'ai le cas dans lequel c'est l'aménageur public
qui réalise les équipements. Non, non. On trouve des solutions. La convention de participation n'est pas soumise à TVA. Je parle pas de la- Donc, Mais mes dépenses, elles sont soumises à TVA. non, mais bien sûr. Et j'ai un déséquilibre de Mais dans TVA ton entre bilan- mes dépenses et mes recettes. Mais dans ton bilan, tu n'as pas de dépenses foncières, donc tu n'as pas de problème. Mais c'est le, Non, non. Donc- non, le bilan, au final, peu importe, c'est pas la TVA du foncier sur la TVA du foncier que je vends et que c'est la TVA globale du l'aménagement. bilan, de l'aménagement. J'ai un déficit de TVA. Non, mais Alors je peux le compenser par une subvention. Enfin, c'est la collectivité qui peut. Non, mais tu vas avoir un prorata. Mais Non, non, franchement, non, mais fiscalement, ça ne marche pas. En fait, c'est une étrangeté parce que Oui. l'aménagement est considéré comme une prestation de service soumise à la directive service ou à la directive travaux, suivant le cas. on parle C'est pas quand de même ça. une prestation de service, c'est de ça que parle Sylvie. Et la convention Mais- est relative à une prestation que l'aménageur fait auprès du propriétaire. Aujourd'hui, De avec la l'opérateur. réforme de la TVA Mais immobilière, parce que tu te passes dans le cadre d'une prestation, je te dis justement qu'il y a des façons de faire dans lesquelles tu n'es pas prestataire, tu vas réaliser de la même manière, et là, tu n'as pas de problème de TVA. alors Mais bien sûr, mais il n'y a pas de recette non taxable. Là. si la convention de participation Mais non, n'est pas je vous promets que considérée. la solution. On arrive sur un Alors, débat d'experts. on va Alors, aller Je Mais vous là, dis, il y a tu as la la, solution. si tu as la Régler solution, ça. Jean-Luc, moi je suis preneuse. Mais apparemment, les fiscalistes, Au pour dîner l'instant, ce ne l'ont soir. pas. Mais quelle est la recette non taxable en l'espèce? La convention La de participation que l'aménageur reçoit. ce que l'opérateur paye. Je te promets que ça se règle, ça, sans problème. Bon, c'était une petite, mais sans doute assez grosse question qui vient tout de suite derrière la question de si l'aménageur n'achète pas le terrain, quelles sont les conditions techniques de mise en œuvre de ce genre d'opération si on voit se banaliser ce type de pratique là où il y a des marchés immobiliers porteurs, là où il y a des opérateurs prêts à jouer le jeu, là où il y a des propriétaires professionnels qui sont prêts à, ou en tout cas qui ont un raisonnement, une rationalité économique assez facile à décrypter et qui s'impose. Dans ce cas-là, comment fait-on techniquement? Ça sera le sujet des 2 prochaines années de travail du club. On va peut-être s'arrêter là et se donner le temps de souffler, de se parler au cours de la soirée de gala. Je vous remercie tous de votre contribution. C'était extrêmement riche. J'ai moi-même je voulais remercier le Club Ville Aménagement d'avoir donné l'occasion à l'ADEF d'animer cet atelier où on a vraiment pu soulever des questions sur le même ton que ce que vous avez entendu là. C'était assez fidèle. Merci beaucoup de votre participation et suite au Demain débat matin. demain. Non, au dîner de ce soir.